le visage de son premier amour, l'odeur de la maison de notre enfance, ou même, plus simplement, savoir faire du vélo. Qu'est-ce que tous ces moments ont en commun? Eh bien, ce sont des souvenirs. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'une chose aussi immatérielle qu'une expérience peut se transformer en quelque chose de physique à l'intérieur de notre cerveau? C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Il faut tout de suite se débarrasser d'une idée reçue. Non, la mémoire n'est pas une sorte de nuage abstrait d'informations. La réalité, elle est bien plus concrète. En fait, chaque souvenir, absolument chaque pensée, est une structure physique. C'est une modification bien réelle de l'architecture de notre cerveau. Oui, un souvenir, c'est donc littéralement gravé dans notre tissu neuronal. Mais alors, comment? Comment est-ce qu'une expérience, une simple pensée ou une compétence finit par devenir une véritable structure physique? C'est cette question, absolument fascinante, qui va être notre fil rouge. Bon, pour comprendre comment un souvenir se grave, la première étape, c'est de savoir où le cerveau va le classer. On peut imaginer ça un peu comme une immense bibliothèque, mais avec des systèmes de classement vraiment très, très différents. Alors, dans cette bibliothèque, il y a deux grandes sections pour la mémoire à long terme. D'un côté, on a la mémoire explicite, c'est un peu notre encyclopédie personnelle, vous savez, tous les faits qu'on peut raconter. La capitale de la France, ce qu'on a mangé hier. Et de l'autre côté, il y a la mémoire implicite, et celle-là, elle est bien plus mystérieuse. C'est le savoir-faire, ce qui est gravé dans le corps. C'est fascinant. Personne ne peut vraiment expliquer avec des mots comment on tient en équilibre sur un vélo, et pourtant, notre corps, lui, il s'en souvient parfaitement. D'ailleurs, une très grande partie de ce qu'on sait sur ces deux types de mémoire, on le doit à un seul cas médical, un cas qui a complètement changé l'histoire des neurosciences. C'est l'histoire d'un patient connu sous les initiales HM qui a été opéré en 1953 pour une épilepsie absolument terrible. Pendant cette opération, les chirurgiens lui ont retiré une petite structure en forme d'hippocampe, d'où son nom. Et le résultat a été à la fois un succès et une tragédie. Son épilepsie a totalement disparu, oui, mais le prix à payer a été terrible. À partir de ce jour-là, HM est devenu prisonnier de l'instant présent. Il était devenu incapable de former le moindre nouveau souvenir conscient. Et c'est là que l'histoire devient absolument incroyable. Les médecins lui ont fait passer un test. Il devait dessiner une étoile en ne regardant sa main que dans un miroir, ce qui est très difficile. Le premier jour, évidemment, c'était une catastrophe. Mais jour après jour, il devenait meilleur, de plus en plus précis, jusqu'à ce qu'il y arrive parfaitement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que chaque matin, il jurait n'avoir jamais fait ce test de sa vie. C'était la preuve vivante. Sa mémoire implicite, le savoir-faire, continuait d'apprendre, alors que sa mémoire explicite, celle des faits, était complètement bloquée. Ces deux systèmes sont donc bien distincts. Le cas de HM a donc permis de mettre un nom sur le grand architecte de nos souvenirs explicites, l'hippocampe. Attention, il ne les stocke pas lui-même. Il faut plutôt le voir comme l'outil indispensable qui prend nos expériences du moment, nos expériences éphémères, et les transforme en souvenirs durables. Ok, donc l'histoire de HM nous a montré où, dans quelle région du cerveau ça se passe. Maintenant, il est temps de zoomer pour voir comment ça se passe. On va plonger au cœur du langage secret des neurones et de leurs connexions. C'est là qu'on touche à une véritable révolution dans notre façon de comprendre la mémoire. Pendant très longtemps, on a cherché une sorte de molécule de la mémoire. On pensait qu'un souvenir était un objet qu'on pouvait isoler quelque part. Mais la mémoire, ce n'est pas une chose, c'est une relation. Elle n'existe pas dans les neurones, mais bien entre eux. C'est le motif, le dessin unique de leur connexion qui est le souvenir. Réfléchissez-y une seconde. Ça veut dire que chaque chose qu'on apprend, chaque expérience qu'on vit, laisse une véritable trace physique. Elle vient modifier la force, l'efficacité des connexions entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses. En d'autres termes, apprendre, c'est littéralement, physiquement, reconstruire son propre cerveau. Alors, comment ça se passe concrètement ? On va zoomer encore un coup au niveau microscopique sur une seule connexion pour assister à la naissance même d'un souvenir. Et tout commence par une petite étincelle, une étincelle synaptique. Le mécanisme clé, il a un nom un peu barbare, c'est la potentialisation à long terme, ou PLT. Mais l'idée est assez simple. Imaginez un sentier dans une forêt. La première fois, il est à peine visible. Mais plus on l'emprunte, plus le passage devient facile, évident. C'est pareil pour les neurones. Un signal intense ou répété va rendre le chemin entre deux neurones plus efficace. En gros, cette stimulation forte va ouvrir une sorte de porte moléculaire qui va lancer des travaux pour en quelque sorte goudronner la voie et la rendre plus rapide à l'avenir.
Et cette fameuse porte moléculaire, eh bien la voici. C'est le héros de notre histoire à l'échelle microscopique, le récepteur NMDA. C'est un gardien très spécial. Il ne s'ouvre que si et seulement si deux conditions sont réunies en même temps. Il faut que le neurone d'en face envoie un signal et il faut que le neurone qui porte ce récepteur soit lui aussi activé. C'est un détecteur de coïncidence. C'est le mécanisme biologique qui est à la base de l'association d'idées. Bon, et alors, que se passe-t-il quand cette porte NMDA s'ouvre enfin? C'est simple, c'est les vannes qui s'ouvrent. Des ions calcium qui se trouvent à l'extérieur de la cellule s'y engouffrent massivement. Et cette vague de calcium, c'est ça, l'étincelle dont on parlait. C'est le pistolet de départ qui va lancer une immense cascade de réactions chimiques, toutes avec un seul et unique objectif, renforcer cette connexion. Mais attention, ce renforcement, il est immédiat, mais il est temporaire. Pour l'instant, on n'a créé qu'un souvenir à court terme. Pour que ce souvenir dure des semaines, des mois, des années, il faut le graver dans le marbre. Ou plus exactement, il faut le reconstruire en suivant un tout nouveau plan moléculaire. Oui, parce que ce renforcement initial, il ne dure que quelques heures. Pour créer une mémoire à long terme, la cellule doit passer à la vitesse supérieure. Elle doit lancer un véritable programme de construction. Ça veut dire qu'elle doit aller jusqu'à son noyau pour activer des gènes et lancer la fabrication de nouvelles protéines qui vont aller remodier physiquement la connexion. Et cette reconstruction, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus qui demande de la patience. Un souvenir solide ne naît pas en une seconde. Ça prend des heures, parfois même des jours. C'est une cascade biologique complexe. D'abord, des gènes interrupteurs sont activés dans le noyau. Eux, ils vont commander la fabrication de nouvelles protéines, de véritables protéines ouvrières. Ces ouvrières vont ensuite voyager jusqu'à la connexion, jusqu'à la synapse pour la reconstruire, la renforcer. Un souvenir qui dure, c'est un souvenir qui a été physiquement bâti. Et au final, le résultat de tout ce chantier, c'est une transformation physique, visible au microscope. Le souvenir n'est plus une simple impulsion électrique, éphémère. Non, c'est une véritable trace, presque une cicatrice, dans le réseau de neurones. Les synapses peuvent changer de forme, grossir, devenir plus sensibles, parfois même des connexions entièrement nouvelles sont créées. C'est la pensée qui est devenue matière. Alors, il faut vraiment abandonner l'image qu'on a tous du souvenir comme une sorte de vieux film stocké dans une archive. C'est tout le contraire. Nos souvenirs sont des structures physiques, vivantes, dynamiques, qui sont constamment construites, renforcées et parfois même affaiblies par absolument chacune de nos expériences. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si nos souvenirs, qui sont quand même la base de notre identité, sont en fait des structures biologiques en perpétuelle reconstruction, alors au fond, qui sommes-nous vraiment ?